Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Merci d'être là. Merci d'être toujours fidèles à notre programme du Bonjour d'Algérie. Ensemble jusqu'à 9h30, nous allons avoir la rubrique habituelle donc du mercredi matin, à savoir la rubrique de Kamal Swig, Startup. Aujourd'hui, il sera seul. Hamid Belkhassam, on le retrouvera dans 15 jours. On aura le plaisir en tout cas de le retrouver avec grand plaisir. Mais en tout cas, ce matin, nous aurons plusieurs thématiques, plusieurs invités très intéressants comme à chaque fois. Nous allons aussi ouvrir une page santé avec notre invité, premier invité, qui nous parlera de la journée mondiale du paludisme, lutter contre le paludisme à travers le monde et notamment aussi en Algérie. Ça sera donc demain, la journée mondiale, et ça sera célébré partout sur le territoire. Nous en parlerons surtout avec notre spécialiste sur le plateau. Nous aurons également à parler aussi de littérature avec notre invitée. Elle revient avec un nouveau roman. Aujourd'hui, elle nous présentera Un arbre fleurira à l'aube. C'est donc Madame Benzaza, Lila Benzaza, qui est une passionnée de littérature. Nous ferons aussi avec elle un gros plan sur cet ouvrage et elle nous parlera bien sûr de son écriture et surtout de l'histoire qui est très attirante. Et nous aurons le plaisir aussi d'avoir Najib Rahmani sur notre plateau. Il viendra nous parler d'une compétition de saut d'obstacles donc dans le domaine donc de l'équitation. Il sera là pour nous en parler en détail. Ça sera donc ce week-end, 3 jours durant, où les cavaliers vont s'affronter à travers bien sûr des compétitions. Et puis on aura également donc Kamal Swig, comme je l'ai annoncé dans sa rubrique Startup, il nous parlera du financement des startups. C'est un sujet aussi qui intéresse énormément les porteurs de projets aujourd'hui. Voilà. Et puis, nous parlons également de la circulation routière à travers aussi le sous-directeur de la circulation routière au ministère des Travaux publics et des Transports pour nous parler, bien entendu, de l'auto-école. Comment, bien sûr, aujourd'hui régir donc ces auto-écoles nombreuses et surtout comment aujourd'hui on arrive à donner un permis de conduire pour ceux qui le méritent. Voilà. C'est tout le programme qu'on a choisi pour vous. J'espère que vous allez passer un très bon moment en notre compagnie, en compagnie de toute l'équipe du Bonjour d'Algérie, les techniciens qui sont là pour vous servir. Voici. Voilà, on va commencer tout de suite avec la météo, avec Ami Mina Abed. Avec Mobilis, suivez l'air du temps. Mobilis, partout, avec vous. Elle est là, bonjour Mina. Bonjour. Comment ça va? Ça va? Moi, je focalise sur ma mèche. Ouais. Ça J'ai une une nouvelle nouvelle mèche. Je préfère. D'accord. Comment ça va? Ça va. Alors, le temps est assez capricieux en ce moment. Oui, oui. On ne sait plus comment s'habiller. On sait plus. Il a fait chaud avant-hier, il a plu hier, il a encore soir. fait chaud hier, il a fait très chaud hier en après-midi. Il a fait très chaud, oui, oui. Sur Alger, je parle. Sur Alger. Il a plu le soir. Là, il va pleuvoir le matin. Il fera beau l'après-midi. C'est un peu... Et pourtant, on dit bien mois de mai, mois de mars, mois des fous. Et finalement, ça s'est décalé, c'est le mois d'avril. Le mois d'avril, ouais, tout à fait. On Bon. a toutes les saisons en une seule journée. Hein. Exactement. Ouais. Bon, on va s'y faire. On va est vous obligé, suivre on n'a pas le notamment. choix. Pour ceux qui ne sont pas encore sortis de chez eux, Oui. ils auront l'occasion donc de vous écouter pour pouvoir savoir comment ils vont devoir s'habiller ce matin. Exactement, merci Allez-y. beaucoup. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et très bon réveil. Et bien, comme prévu, alors ce début de matinée, le ciel restera plutôt nuageux, parfois couvert, avec des pluies assez marquées, notamment sur les régions du centre. Ça va s'améliorer progressivement à partir de cet après-midi, d'abord à l'ouest et puis le centre. L'est, ça sera en début de soirée. Sur les régions sahariennes, le ciel restera passagèrement nuageux sur le Nord Sahara et les oasis voilées vers l'extrême sud, le Hogar et le Tassili, ainsi que le Sahara oriental, avec quelques pluies éparses un peu plus marquées, notamment sur le Sahara oriental. Les températures de cet après-midi, eh bien, on entrera sur la moitié nord, 22 degrés à Oran, Tlemcen, 21 degrés à Alger, 19 degrés à Annaba, 20 degrés à Galma, 25 à Al-Rouad, 30 degrés à Ghardaïa, 26 degrés à Béchar, 29 à Tindouf, 32 degrés à Adrar, 33 à Salah et enfin 40 degrés à Port Petit Mokhtar et à Ngazam. On passe tout de suite à l'Europe. Pour aujourd'hui, eh bien, le ciel sera plutôt dégagé, voilé parfois, notamment à Berlin, Varsovie, Prague, Athènes, Rome, et puis un ciel plutôt couvert à Londres, Paris. On notera des averses à Marseille, Dublin, Lisbonne et Madrid. Côté Mercure, on notera 20 degrés à Varsovie, 23 degrés à Budapest, 19 à Bucarest, 22 degrés à Athènes, 26 à Rome, 20 degrés à Berne, 23 à Berlin, 17 à Londres ainsi qu'à Paris, 13 degrés à Dublin et enfin 18 degrés à Bordeaux. Place tout de suite à l'éphéméride et puis pour plus
d'informations, le site de Météo Algérie reste à votre entière disposition, les 3 w.meteo.dz. Très bonne matinée et à tout à l'heure midi. Avec Mobilis, suivez l'air du temps. Mobilis, partout, avec vous. Merci beaucoup Mina. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée. Et puis à tout à l'heure pour d'autres bulletins météo. Eh bien, on va vous laisser repartir avec une belle musique et une belle chanson. L'interprète, c'est Amel Zen. On vous invite à apprécier bien sûr ce chant. Et on se retrouve juste après. صابوني ملي عت الهوى نشوان بلا راح قلت لهم صبت الراحة بهواكم طاب فراحي يا جيا والفين غدروا شي كيسان ملاح جيا والفين غدروا شي كيسان ملاح ثلاثة هوا ومراحة مهواهم ماني صاحي ركوب الخيل والبنات وكيسان الراح ركوب الخيل والبنات وكيسان الراح بيهم طابت الصيغة وارتاح السقام بيهم طابت الصيغة وارتاح السقام بيهم طابت الصيغة وارتاح السقام يا سعد من سعد سعدو وبلغ بالمناقصتو ربي بالنصر ودو يبات على بساط مهني في راحة ما يهنى من مواحي حتى يعفو خلقي توادو سماح حتى يعفو خلقي توادو سماح ثلاثة هوا وراحة من هواهم ماني صاحي ركوب الخيل والبنات وكيسان الراح ركوب الخيل والبنات وكيسان الراح ركوب السرطة والفرجة Voilà, c'était donc une belle chanson signée Amel Zen. C'est notre collègue Souhila qui l'a dédiée à Manel. Eh bien, un petit coucou ce matin à nos collègues entre elles. Elles s'aiment bien. Voilà. On va commencer tout de suite par les auto-écoles. Je vous l'ai annoncé en sommaire. Nous allons parler de la législation donc de cette corporation. Et pour en parler, nous avons avec nous M. Abdelrani Hamani. Bonjour. Bonjour madame. Bienvenue parmi nous. Merci. Vous êtes donc sous-directeur de la circulation routière au ministère des Transports, Travaux publics et des Transports, c'est cela. C'est ça. Bienvenue. Merci. On va parler bien sûr de l'enseignement donc des auto-écoles. Comment ça se passe? Quelles sont les nouvelles directives concernant cette législation aussi qui a été mise en place pour cette corporation? Oui. C'est cela. Donc je vous remercie pour m'avoir invité, me donner une occasion pour s'exprimer sur l'activité des auto-écoles. On peut dire que l'activité de l'auto-école a été régie par une réglementation qui est devenue avec le temps obsolète parce qu'elle date de 79. Oui. Depuis 79 à ce jour, c'est des circulaires qui régissent cette activité. Mais après la promulgation de la nouvelle loi, la 0114 en 2001, sur la circulation routière, on a élaboré un décret qui gère, c'est le cadre légal de l'activité des auto-écoles en 2012. Le décret, il fait renvoi vers 6 arrêtés qui sont publiés récemment. C'est le JO numéro 15-18, au mois d'avril de 2019. Les 6 arrêtés, c'est pour encadrer l'activité.
Le contenu de ces arrêtés, il y a des arrêtés qui concernent la formation des moniteurs, parce qu'auparavant, il n'y avait pas de formation. Il y avait une petite formation de quelques jours. Maintenant, on s'est inspiré des directives européennes, même des pays voisins. On a élaboré un nouveau programme pour les moniteurs. On a classé plusieurs types de CAPP. On l'appelle CAPP, Certificat d'aptitude professionnelle et pédagogique. Donc, il y a le moniteur de 2 roues, il y a le moniteur de léger et le moniteur de poids lourd. En même temps, on a revu le programme de formation des candidats au permis de conduire. Donc, on a instauré un système de, par exemple, on a dit qu'il y a 25 heures de théorie et 30 heures de pratique. Ça, c'est le deuxième arrêté. Le troisième arrêté, on a fixé les tarifs. Le quatrième arrêté, on a établi un modèle de l'agrément, parce qu'auparavant, c'était un agrément à vie, il n'a pas une durée. Maintenant, c'est un agrément qui a une durée de validité de 10 ans. Renouvelable, tous les 10 ans donc. C'est-à-dire que vous avez des experts qui partent sur le terrain pour vérifier. Nous avons les inspecteurs de permis de conduire. D'accord. Donc, le corps des inspecteurs qui relève des corps spécifiques du ministère des Transports, il est affilié au CNAPEC, le Centre national du permis de conduire. Leur mission, c'est de superviser et de contrôler, de suivre les établissements d'enseignement de la conduite automobile. Donc il y a un autre arrêté, il concerne donc le programme, les tarifs, le moniteur. Il y a le cahier de charge. Donc, le cahier de charge, parce qu'on a constaté depuis 1979 qu'il y avait certaines dispositions qui concernent le véhicule, le local, mais avec le temps, on dit que c'est bon, on doit l'actualiser. Bien sûr. Par exemple, il y a de nouvelles plaques qui ont fait leur apparition, il y a un nouveau code de la route aussi qui a fait son apparition. Donc, il faut surtout changer ces nouvelles donnes. Déjà, même les 3 volets qui sont intéressants, c'est le local, le véhicule et les moyens pédagogiques et didactiques. On s'est focalisé. On a dit que la majorité des pays, ils ont fixé au moins au minimum la superficie de 25 mètres carrés. Nous, de 15, on a monté jusqu'à 20 mètres carrés. Mais on va l'appliquer pour les nouveaux demandeurs d'agrément. Mais les anciens, non. Les anciens, on a donné une phase transitoire de s'adapter au nouveau cahier de charge. En même temps, on a fixé l'âge pour les véhicules. On a dit qu'il faut déterminer l'âge d'entrée à l'activité. Et en même temps, on a fixé une durée d'exploitation. Donc, il ne va pas exploiter le véhicule à l'infini, à long terme, c'est ça. Donc, on a exigé les moyens pédagogiques et didactiques, c'est-à-dire des manuels d'enseignement. En même temps, c'est pour... Il faut moderniser aussi. Aujourd'hui, on utilise peut-être les anciens catalogues. Maintenant, on a demandé des projecteurs, des data shows, des micros, parce qu'on est en train d'instaurer le système de multimédia. Ça veut dire que le candidat il va passer le code, les épreuves théoriques dans une salle multimédia avec des PC, déjà pour réduire la pression sur les examinateurs, parce que chaque candidat devant un examinateur, mais on a dit que la majorité des pays, c'est dans des salles équipées. Par exemple, on programme une session de 30 ou 40 candidats en même temps avec des PC, ils passent leur examen théorique. Oui. Et quel est le profil de l'examinateur justement? Ce sont des ingénieurs des mines, c'est ça? Non, c'est une ancienne appellation. On les appelle des inspecteurs de permis de conduire. Le niveau, c'est le niveau terminal, mais avec une formation d'1 année et demie au niveau de l'Institut à Betna, transport. Mais auparavant, c'était le niveau de 9e année. C'est-à-dire c'est avant. Même les moniteurs. Maintenant, on a rehaussé un peu le niveau des moniteurs. On a dit que pour être un enseignant, il faut avoir le minimum de terminal. Ce n'est pas 9e année. Donc, en même temps, on a imposé une formation continue pour les moniteurs. Par exemple, chaque 5 ans, ils font une formation de recyclage, un perfectionnement. Tout à fait. En même temps, on a élaboré un arrêté pour préserver les droits des candidats au permis de conduire. Parce qu'on a constaté que certains candidats réclament, déposent des plaintes contre des auto-écoles. On a imposé qu'il faut qu'il y ait un contrat entre l'auto-école et le candidat. Oui, il faut dire que ces dernières années, il y a une forte demande. Beaucoup de candidats aujourd'hui aspirent à avoir son propre véhicule, un permis de conduire bien entendu, et pouvoir rapidement prendre le véhicule. Déjà, d'après les statistiques qu'on a constaté que chaque année, presque 2 millions de candidats par jour, mais le ministère de l'Intérieur, on délivre presque 500 à 600 000 permis par année. Et vous m'avez dit que justement les auto-écoles étaient vraiment sur tout le territoire national, il y avait un chiffre énorme quand même. Oui. Déjà même, on a 7068 auto-écoles sur le territoire national.
Et on a presque 23 auto-écoles réservées pour les personnes à mobilité réduite. C'est ça, j'allais y revenir justement, parler de cette frange de la société Oui. qui elle aussi aspire à avoir sa propre indépendance. Et justement, le véhicule lui permet d'être plus autonome. Oui, en même temps, on a agréé des auto-écoles réservées pour les personnes à mobilité réduite. Nous en avons reçu ici sur le plateau et qui apportent une solution directe justement à ces Oui. personnes à mobilité Seulement, ça demande que le véhicule soit aménagé avec une assurance. C'est ça. Ça pose pas problème pour eux. Très bien. Alors, en parlant de nouveaux cahiers de charges, justement, Oui. pour de nouvelles lois concernant, bien sûr, l'instauration de codes aussi au niveau donc, des auto-écoles. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, ils ont le droit donc, d'aller sur les autoroutes? Quelles sont les directives que vous donnez? En application du décret 01481 qui fixe les règles de la circulation routière, donc d'après l'article 81, de principe, il est interdit d'accès à l'autoroute. C'est-à-dire pour les auto-écoles, pour les cyclistes, pour les piétons, pour certains véhicules qui sont lents, qui ont une vitesse maximum de 60 km/h. Mais on a dit que, d'après des études faites au niveau des universités, récemment l'université de Moustagan, je pense, ils ont constaté que le candidat il n'a pas été, il n'a pas reçu un enseignement, la maîtrise de Suffisant. véhicules dans Tout à des fait. situations difficiles. On a proposé, dans le cadre de l'amendement du décret 04, qu'on réserve 30% des heures pratiques, les dernières heures pratiques, c'est-à-dire que le candidat il maîtrise un peu le véhicule, les 30%, il peut les faire l'auto-école au niveau des autoroutes, mais c'est dans le cadre d'un arrêté interministériel entre le ministère des Transports et le ministère de l'Intérieur. Et qui le demande? Est-ce que c'est l'auto-école ou c'est le candidat? Non, on a imposé, L'auto-école. c'est-à-dire Ah, dire que parce qu'il y a 25 heures de théorie et 30 heures de pratique. Ah, très bien, pour sur tout les le monde. 30 heures, pour tout le monde. Les 30 heures pratiques, on a estimé que les 30%, les dernières heures des 30 heures, c'est obligé de les faire au niveau des Alors, autoroutes. beaucoup aussi demandent des heures de perfectionnement. Donc ça, c'est en dehors de ces heures? Oui, il peut le faire l'auto-école parce que c'est prévu par le décret des auto-écoles qu'en plus de l'enseignement de la conduite, il peut faire des heures de perfectionnement. Voilà. À des tarifs fixés par le ministère? Les tarifs, on les a fixés par heure, par volume horaire. Ça veut dire s'il veut faire 2 heures ou 3 heures, c'est selon le tarif fixé. Voilà. C'est très important parce qu'aujourd'hui, beaucoup ont pointé du doigt justement l'enseignement du code de la route et bien sûr de la conduite par les auto-écoles. Donc on dit il y a beaucoup d'accidents, les gens ont un permis rapidement comme ça sans pour autant avoir eu suffisamment de cours. Non, mais on a essayé de réorganiser, remédier. à ces insuffisances. Donc déjà, dans le cahier de charge, les conditions de travail, le local, la superficie, les moyens didactiques, en même temps l'âge de véhicule. On a élaboré un programme nouveau pour tout type de catégorie de permis de conduire, le A, le B, le C, le D. On a imposé un volume horaire que l'auto-école doit respecter, 25 heures et 30 heures. En même temps, on a lié la tarification selon le programme. La tarification qui est à l'heure par exemple? J'ai en tête par exemple la catégorie B pour 25 heures de théorie, 30 heures de pratique, c'est à 3 400 000 €. Aujourd'hui, c'est accessible pour les jeunes, par exemple, les étudiants? Non, déjà même, on n'a pas fixé comme ça les tarifs. D'accord. Parce qu'on a fait un écrit pour les 48 wilayas, on a reçu l'information, on a demandé les syndicats, la corporation syndicale, ils nous ont transmis leur information, on a constaté que c'est le prêt à pratiquer maintenant. Mais on voulait l'encadrer. D'accord. En même temps, on a lié l'auto-école avec un candidat par un contrat. Donc l'auto-école doit respecter le volume horaire pour avoir les 3 400 000 €. Donc on ne peut pas imposer un prix s'il ne respecte pas le programme. Et même on est en train de revoir même le dispositif de déroulement des examens. Parce qu'il y a 3 épreuves. On est en train de faire 2 épreuves au lieu de 3. Par exemple, la théorie, la manœuvre et la conduite. Donc il y aura la théorie et une seule pratique. Ça veut dire l'épreuve de pratique elle doit comporter deux épreuves, la manœuvre et la conduite. D'accord. Alors, pour ce qui est aussi de la personne âgée, là aussi, il y a un recyclage pratiquement. Quand on a un permis de conduire, à un certain âge, on demande de faire peut-être des examens. C'est pas obligé pour les personnes âgées. C'est que lors de renouvellement du permis de conduire, après 10 ans, il doit présenter un certificat médical, c'est tout, pour dire qu'il peut conduire. Il est apte. Il est apte à conduire, oui, ça. Très bien, très bien. Donc, ce sont donc de nouvelles lois aujourd'hui apportées aux
aux examinateurs, à cette corporation donc des auto-écoles. On leur souhaite bonne chance, surtout. Oui, Inch'Allah. Oui. Merci. Et puis bien entendu à vous qui êtes toujours sur le terrain à surveiller, bien entendu, Oui, pour oui. aussi encadrer, bien encadrer et pour réduire ces accidents de la circulation, parce que tout va de là. Hein, Déjà, même finalement. à l'occasion, il faut dire qu'on a une diminution considérable au niveau des accidents de la route. Auparavant, on n'avait qu'à 4000 morts. Maintenant, on est à 2900 morts. Wow. Donc, une certaine diminution, une amélioration. Voilà, aujourd'hui, les jeunes, c'est vrai qu'ils sont tout contents d'être au volant de leur véhicule, mais il faudrait toujours qu'ils aient une bonne formation pour pouvoir être indépendants et sortir seuls sur les routes et les autoroutes. On espère. Voilà, ouais. Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci, Je madame. rappelle, Monsieur Abdelghani Hamani, vous êtes sous-directeur de la circulation routière au ministère des Travaux publics et des Transports. Bon courage à vous Merci, et à madame. bientôt. Merci, Voilà. madame. Au revoir. Je vous invite tout de suite à suivre ce reportage signé Salem Kasser. Restez avec nous. On va suivre ensemble ce nouveau. Restez avec nous. Voilà. Ce nouveau centre d'ingénierie, donc à Ain Salah. On se retrouve juste après. Nous sommes dans le centre d'imagerie de l'hôpital d'In Salah, doté d'un scanner, dont de Sonatrach. Ce centre est fonctionnel depuis à peine 3 mois. L'espoir était grand de voir la souffrance des patients s'arrêter, des patients obligés jusqu'à là de faire de longues distances jusqu'au nord pour un simple scanner. انا كنت مريض براسي حسيت عندي بزاف من الحس وما كاش سكنر برا ولا لا الحمد لله كان غير السبيطار برك جيت ليجيرجونس شافوا لي قالوا ندير لك سكانر قولي شوفوا كيفاش فوتو في السكانر. الحمد لله ما شاء الله ما تري بيان واش رايك في الاستقبال هذا على لا استقبل ما شاء الله كنت نروح الغردايه وكنت نروح الورقله. اليوم الحمد لله راني طبيبه معاها هنا عندي بعين صالح وجا سكانر راني الحمد لله على كل حال تبعنا. On est toujours handicapé, c'est-à-dire aller dire à un malade que je t'ai fait un scanner et que l'interprétation, il faut patienter parce qu'il faut aller envoyer par internet, c'est très difficile, c'est très difficile. Mais pour nous, pour travailler, des fois il y a des urgences, les accidents, etc. Il faut des scanners cérébraux, etc. Et même le malade, c'est très difficile de leur expliquer que le matériel qu'est nous met tabib. Cet hôpital, il n'y a pas de radiologue depuis une année, que des techniciens. C'est un Cubain, c'est un étranger, mais il est là, il travaille. Donc, ils n'auront service. On travaille avec le minimum. L'appareil est donc là, mais pas le spécialiste. C'est en fait ça le drame ici. L'absence d'un radiologue pour manipuler le scanner et pour poser le diagnostic. Le problème reste donc posé dans cet hôpital qui est en fait un échantillon de la situation alarmante liée au manque de médecins spécialistes dans les hôpitaux du Sud. Nous avons besoin d'un radiologue, d'un néphrologue, d'un ophtalmologiste, mais aussi d'un neurologue. En fait, un neurochirurgien dans cette région où on enregistre beaucoup d'accidents. En l'absence de spécialistes, nous procédons souvent à des évacuations. La prise en charge avec les moyens de bord et l'arrivée l'année dernière de 18 médecins spécialistes dans le cadre du service civil n'a en fait pas réglé le problème à l'hôpital d'In Salah. Il est grand temps aujourd'hui de s'occuper sérieusement de cette situation. Voilà, c'était donc le centre d'imagerie de Ain Salah. C'est pour vous permettre aussi de rentrer bien dans le sujet de santé avec nous, avec notre invitée Fatma Zohra Zemit. Bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Merci, merci. Vous êtes maître assistante en maladies infectieuses à l'hôpital de Qatar et vous êtes membre expert du comité du processus d'élimination du paludisme. Nous allons parler du paludisme ce matin puisque demain c'est la journée mondiale célébrée partout dans le monde et en particulier en Algérie aussi puisque il y a aussi ce comité de surveillance. Il faut absolument surveiller cette maladie, surtout cette infection. Oui. N'est-ce pas? Oui, c'est une maladie parasitaire qui se transmet, c'est une maladie vectorielle, c'est-à-dire qui se transmet par les piqûres de moustiques, pas n'importe quelle piqûre, quel moustique bien sûr, c'est des moustiques qu'on appelle anophèles, et c'est l'anophèle femelle. Bon, dans notre pays, le paludisme n'existe plus, le paludisme autochtone n'existe plus depuis 2014. C'est pour cela qu'on a entamé ce processus de certification, c'est-à-dire que nous n'avons plus
de paludisme autochtone dans notre pays. Et donc, fin 2017, on a donné officiellement, nous avons fait notre demande à l'OMS pour justement cette certification, pour avoir cette certification. Parce que dans notre pays, il n'y a que le paludisme d'importation. C'est-à-dire les voyages, les échanges, etc. Exactement. Vu que les échanges sont devenus très fréquents, les Algériens voyagent un peu partout, et donc il y a une mobilité des populations. Donc le paludisme d'importation, c'est ça le problème en Algérie. Et vu nos frontières également dans le sud, donc il faut être vigilant pour ne pas avoir une réintroduction du paludisme dans notre pays. Est-ce qu'on peut dire que la forte population de cette maladie est concentrée en Afrique? Elle est concentrée en Afrique subsaharienne, en Asie du Sud-Est et en Amérique du Sud. Donc nous, on est vraiment au milieu et donc il faudrait qu'on fasse attention par rapport, voilà. C'est pour ça qu'il faut qu'on soit vigilant par rapport à cette maladie. Voilà, on va expliquer ce que c'est que donc les symptômes apparents, hein, c'est rapide, hein, il faut faire très attention parce que c'est très rapide. C'est très rapide, c'est pour ça qu'on dit toute fièvre au retour d'un voyage d'une zone d'endémie palus est un paludisme jusqu'à preuve du contraire. C'est-à-dire que c'est vraiment urgent, il faut poser le diagnostic pour commencer le traitement, parce que c'est une maladie qui est guérissable et évitable, et surtout, on peut la prévenir. C'est ça le plus important. C'est que c'est une maladie qu'on peut prévenir, et donc on insiste surtout sur la prévention. Avant de faire un voyage, il faut aller vers les centres de vaccination et de conseil aux voyageurs pour avoir ce qu'il faut comme conseil et bien sûr le traitement qu'on doit prendre pendant le voyage et après le voyage. Bien sûr. Voilà. Il y a même aussi ces espèces de pommades aussi qu'on applique. Alors c'est une prévention non médicamenteuse. Donc il faut les deux. Il faut la médicamenteuse et la non médicamenteuse. C'est c'est des conseils. Il ne faut pas sortir le soir entre le coucher et le lever du soleil, parce que c'est à ce moment-là que les moustiques piquent. Et il faut porter des vêtements manches longues, mettre des crèmes répulsives, dormir sous des moustiquaires. Et bien sûr, il y a le traitement médical qu'on doit prendre avant le voyage, pendant le voyage et après le voyage également. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, ce n'est pas n'importe quel moustique qui va vous piquer, et ce n'est pas n'importe quel moustique qui est porteur, bien sûr, de ce virus. Alors, c'est une infection? C'est une infection parasitaire. Donc, c'est un parasite. Tout à fait. Alors, c'est donc l'anophèle femelle, c'est un moustique qui est plus gros que le moustique que nous connaissons, ce fameux moustique qui nous pique assez régulièrement, bien entendu, et ce n'est pas pour autant qu'il est porteur, bien sûr. Pas du tout. Il faudrait que ça soit l'anophèle femelle, que ça soit un anophèle qui est infesté. Et donc, il faut il faut des conditions. Il y a des conditions environnementales également pour pouvoir être transmetteur du parasite. Voilà, il faudrait que ça soit aussi la femelle anophèle qui pique. Alors, il faut expliquer ce que c'est que justement ce cycle qui va engendrer cette maladie et ses symptômes. Hein, parce que bon, c'est finalement l'homme est en fait un réservoir transitoire. C'est ça. Voilà, le réservoir, c'est le réservoir. C'est ça. Voilà, c'est le réservoir final. Donc, l'anophèle pique, elle pique l'homme qui est indemne, qui n'a pas de parasite dans son sang. Elle va en prenant son sang, son repas, parce qu'elle se nourrit de notre sang, elle va donner ce parasite qui va aller rapidement dans le foie, ensuite dans le sang, c'est au niveau des globules rouges. Et ensuite, à partir de là, il y a une période d'incubation de quelques jours, et ensuite apparaissent les symptômes, les premiers symptômes. Alors les symptômes, ils sont vraiment au début, ils sont pas spécifiques. C'est un syndrome grippal, maux de tête, des frissons, de la fièvre, pas de trac. La personne n'est pas trac. Elle peut avoir des diarrhées, des vomissements, et puis survient certains signes qui sont spécifiques. C'est une chronologie bien particulière entre frisson, fièvre et sueur. Et là, c'est vraiment un stade bien avancé de la maladie. Et le diagnostic est très facile. On prend du sang
on lit sur une lame et le diagnostic est très rapide. En moins de 2 heures, on peut avoir le diagnostic. Voilà, et bien sûr, le parasite va se développer chez l'homme, donc il Bien devient sûr. un hôte. Et il devient un hôte et la personne va être malade. Et puis si encore l'anophèle va venir prendre le sang, elle va prendre ce parasite de l'homme et elle va le développer chez elle, chez l'anophèle. Oui. Et puis après, il pourra piquer une autre personne et transmettre également. On a justement Voilà. l'explication schématique à travers donc Voilà. ce dessin et pour comprendre un petit peu comment évolue cette maladie chez l'homme. Chez l'homme, c'est vraiment, il faut l'anophèle pour que cette maladie se transmette. C'est-à-dire qu'il faut l'anophèle, il faut l'homme et l'environnement. Bien sûr. Donc il faut les trois pour qu'il y ait cette maladie. Sinon, on coupe le cycle de parasitaire. C'est ça. Voilà. Alors, toutes les maladies sont transmissibles comme ça. Il y a toujours un vecteur qui va pouvoir engendrer Exactement. cette pathologie. Par exemple, les moustiques. Partout dans le monde, il y a des moustiques. Donc, il faut éviter d'aller dans des zones où il y a des marécages. Des marécages, des eaux stagnantes. Voilà, des eaux exact. stagnantes qui pourraient développer donc, ces moustiques. Parce Et qu'il n'y la a pas que le population- paludisme, il y a d'autres maladies. Il y a la dengue, il y a chikungunya, il y a plusieurs maladies. Et donc, ce sont des maladies vectorielles. Donc, le meilleur moyen, c'est de lutter vers le foyer. lutter voilà, contre le exactement, foyer. c'est la lutte antivectorielle. C'est ça. Voilà. Et c'est ce que vous faites quand il y a Exact. donc, des opérations? Bien sûr, il y a des opérations Avec qui des se font bureaux d'hygiène? qui se font deux fois par an. Et donc, c'est surtout les bureaux d'hygiène qui vont vers les maisons. C'est surtout dans les zones à forte, c'est-à-dire là où c'est au sud. C'est vraiment au sud. Il y a 5 wilayas, dont 3 sont vraiment un risque paludogène qui est très élevé parce qu'elles sont avec les frontières, le Mali, le Niger, comme Tamnasset, Adrar, Elizi. Donc, c'est des wilayas où on fait des aspersions intradomiciliaires, on passe au niveau des maisons, on fait des aspersions, on passe là où il y a les étangs, on fait des prélèvements, on fait même pour les personnes des prélèvements pour rechercher le parasite, sait-on jamais, il est à l'état qui est son au niveau du sang. Donc on fait tout ça 2 fois par an pour essayer de rompre ce cycle justement. D'accord. Est-ce que c'est transmissible d'un individu à l'autre? Non. Heureusement. Non. Voilà, c'est pour tout clarifier, expliquer un petit peu ce que c'est que cette maladie. Donc elle est contagieuse, que si Non, elle n'est l'anophèle... pas contagieuse. Voilà. Elle est Si l'anophèle vous transmissible pique. par l'anophèle. Voilà. C'est une maladie qui n'est pas transmissible, elle n'a pas de transmission interhumaine. Ça va. Voilà. Très bien. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, on arrive à maîtriser cette maladie. Très bien. On a des thérapeutiques qui sont très efficaces. C'est vrai que le moustique devient résistant, le parasite aussi devient résistant, et donc il y a de nouvelles molécules, il y a l'introduction de nouvelles molécules. Nous, on adhère aux recommandations de l'OMS, donc on utilise les molécules qu'il faut pour stériliser le corps. C'est-à-dire qu'on a un traitement radical pour stériliser complètement le corps du parasite. Donc c'est depuis... Là, on voit justement voilà. les œufs et bien sûr la formation peut-être donc dans le sang. C'est surtout au niveau des globules rouges. C'est au niveau des globules rouges que la multiplication du parasite se fait. Très bien. Alors, pour expliquer aussi donc comment aujourd'hui cette journée va être célébrée à travers le monde, il y a une thématique cette année? Oui, c'est éliminer le paludisme. Et chez nous, c'est vraiment, on élimine, on est en pleine certification, il faut rester vigilant. Il faut rester vigilant, bien entendu, c'est très important. Exactement, pour ne pas avoir une réintroduction du paludisme dans notre pays, sachant que notre pays, on était dans les années... D'abord, il a été découvert dans notre pays en 1800, dans les années 1800, à Constantine, le parasite a été découvert. Et donc, il y a eu un plan d'élimination du paludisme au nord, parce qu'on avait le paludisme autochtone. Et donc, il y a eu un plan, surtout avec la Tunisie et l'OMS. Et depuis 1968, ce plan d'éradication. Donc, on a éliminé le paludisme autochtone dans notre pays. Mais comme il y a eu la construction de la route saharienne, il y a eu ces échanges dans le sud, il y a eu ce paludisme d'importation. Et donc là, on est en train de faire un plan
de prévention, de réintroduction du paludisme dans notre pays. Voilà, donc tout se fait dans ce sens pour qu'on reste paludisme autochtone free, c'est-à-dire sans paludisme autochtone. Voilà, le risque zéro, hein, faut le Exactement. dire, hein. Alors, Exactement. donc la surveillance est accrue au niveau oui, il faut de être notre vraiment pays, vigilant. au niveau des frontières. Il faut bien sûr surveiller aussi les voyages et les allers-retours, bien sûr, des C'est surtout la voyages. prévention, justement. Il faut insister sur la prévention, c'est sur ces voyages, puisque maintenant, l'Algérien voyage partout, il va partout. Et donc, il faut qu'il sache qu'il y a des centres de vaccination. Il y en a une vingtaine dans notre pays, dans presque toutes les wilayas de l'Algérie. Il faut y aller parce qu'il n'y a non seulement, il n'y a pas que le paludisme, il y a d'autres maladies. Et donc, il y a des conseils aux voyageurs. Et bien sûr, lorsqu'il y a vaccination, c'est une vaccination. Lorsqu'il y a un traitement à prendre, on expliquera ce traitement et on lui donne ce traitement. Il y a même des brochures, etc. Tout à fait. Il y a des professions qui nécessitent bien sûr une vaccination obligatoire. Exactement. Il y a d'autres, bien sûr, ça dépend bien sûr des Comme voyages. la fièvre jaune, oui. Voilà. Et c'est indispensable de passer par la vaccination. Exactement, parce qu'avec la prévention, on peut expliquer, on donnera tout ce qu'il faut et on expliquera pour ne pas être piqué. C'est vraiment très important. Et on dira également, si malgré tout ça, vous faites de la fièvre au retour, il faut aller consulter. Alors, il y a des sujets plus critiques que d'autres Non, quand pas ils du ont tout. donc Non. un Il y a paludisme en surtout les petits-enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes parce qu'elles sont beaucoup plus fragiles. Voilà. C'est rassurant. Oui. Voilà, en tout cas, bravo pour ce que vous faites à travers donc, vos actions et surtout la surveillance accrue pour éradiquer cette maladie chez nous. Inch'Allah. Il restera bien entendu à surveiller, comme vous l'avez dit, cette introduction. Exactement. Voilà, merci beaucoup. Je rappelle Madame Fatma Zohra Smith, vous êtes maître assistante en maladies infectieuses à l'hôpital Al-Khattar. Vous êtes également membre expert du comité du processus d'élimination du paludisme. On vous dit bon courage Merci pour beaucoup. vous Merci. et surtout bonne chance pour la journée de demain. Inch'Allah. Vous Merci. avez un programme très chargé. Oui. Voilà. Merci beaucoup. À très bientôt. Inch'Allah. Je vous invite tout de suite à suivre ce reportage signé Soumaïa Zerouali qui nous fait un gros plan sur le musée du parc de la Hagar. Le visiteur est saisi par la beauté des lieux. Il s'agit du musée de l'Office du Parc national de la Hagar. C'est dans une ambiance intimiste que le musée ouvre ses portes aux visiteurs et dévoile ses trésors jalousement gardés, comme des bijoux, sous des vitrines étincelantes. Histoire de donner plus d'intensité aux objets exposés, qui datent, pour la plupart, de plus de 3 millions d'années. Le parc national de la Hagar est un véritable musée à ciel ouvert. Il recèle plusieurs sites archéologiques qu'il faut absolument préserver. Nous pensons également à inculquer cette culture de préservation de ce patrimoine aux générations futures, en commençant par les enfants scolarisés, en organisant des sorties pédagogiques. Dans le cadre des activités organisées en plein mois du patrimoine, les musées représentent un bon plan sortie ainsi qu'une manière de se réconcilier avec notre culture et notre histoire. C'est le cas du musée de la Hagar qui reflète la beauté et les richesses du parc. Les médias, de leur côté, jouent un rôle important dans la promotion des potentialités touristiques que recèle le Hagar. الصرادة ويقلن برامج منين برامج ويغ دغريت الناس كني ويقال تنفات إلى أجنا دغك هلوان تمنقصد لسنا سنين سكنين ويقال هردا كلن وين سياحة دغوانا كان مدن وين ما وين سلان إلزامنا أصرادنا ويقال البرامج ويغ الإنسان اللي يجي يزور حديقة الحقار الواسعة. Il faut savoir que le parc national de la Hagar est immense. Le visiteur de ces lieux doit impérativement passer d'abord par le musée. Cela va lui permettre d'avoir une idée sur la cartographie du parc. Il pourra ainsi choisir les sites qui attirent sa curiosité. Les sites archéologiques et touristiques que renferme la wilaya de Tamanrasset constituent des richesses patrimoniales reflétant des pans entiers de l'histoire de la Hagar qu'il est impératif de préserver en dépit des aléas du temps. De retour sur notre plateau, je voulais annoncer en sommaire, nous allons faire un gros plan sur la littérature ce matin avec notre invitée qui est une auteure poétesse, également qui adore les lettres. Elle va nous décrire aujourd'hui un nouveau roman et surtout nous expliquer sa démarche à travers son écriture. Il s'agit de Madame Lila Benzaza. Bonjour. Bonjour, je vous remercie de me recevoir. Laïs Selmek, bienvenue parmi nous. Merci beaucoup. Vous êtes déjà passé par ce plateau, Oui. vous étiez venu nous présenter un ouvrage et surtout parler un petit peu de
votre parcours, à travers cette femme courage que vous êtes et merci. surtout cette passion que vous avez pour la littérature. Oui. Littérature et surtout l'écriture. Vous êtes poétesse, vous Oui. avez écrit 2 recueils Poète. de poètes. Poète. Oui. D'accord. Vous avez écrit 2 recueils de poèmes. Oui, Et ils ne sont 7 pas parus, romans. ils ne sont pas encore édités. 7 Oui. romans. Pardon 7 romans. Oui, Ouais. une dizaine de romans. Et- Ils sont pas tous édités non plus, il y en a, mais la plus grande partie, oui. Vous consacrez la plupart de votre temps à écrire aujourd'hui? Pas la grande partie de mon temps, ça vient quand j'ai envie d'écrire, j'écris. Ça me prend pas mal de temps. Parfois, je détale un petit peu, ensuite je reprends. C'est quand voilà, c'est par envie. Je suis pas derrière un bureau en train d'écrire du matin au soir ou non. Vous avez toujours été interpellé par notre société, Oui, toujours. oui. Vous écrivez à travers donc, des parcours qui vous ont attiré et à travers Oui. donc, la société algérienne. Société algérienne, oui, surtout sur la femme dans la société algérienne. Oui. La vie de nos grands-mères, de nos mères, et ensuite jusqu'à la nôtre, qui a La bien cause évolué. féminine toujours, qui est toujours mise au devant de la scène. Oui, oui. Je pense que elle a droit, parce que la femme, c'est quand même la base de la famille et la base de la société elle-même. C'est elle qui éduque, c'est elle la première dans l'éducation, c'est elle qui montre la voie à ses enfants, c'est elle qui transforme l'enfant en homme, c'est elle qui le... Oui, son rôle est très Forme important. cette génération, bien sûr. Son rôle est très important, alors que le père, lui, il ramène le pain quotidien. Mais c'est la mère, même si elle travaille en dehors, elle est tout le temps après ses enfants, pour l'éducation et pour tout ce qui concerne Tout à fait. sa vie. Vous avez été touché aussi par le vécu du peuple algérien, Oui, à travers les années de terrorisme également. absolument. J'ai écrit à ce propos un livre qui a été primé, qui a eu le prix Algérie, sous l'égide de l'UNESCO. Tout à fait. Oui. Vous êtes très présente au niveau national qu'autant au niveau international aussi. Oui, Vous participez à la foire donc, du livre, les foires du livre Oui, également. Oui, j'ai fait la foire du livre, dernièrement, le salon du livre à Paris. Oui. Et comment ça s'est passé? Très très bien, très très bien. C'était avec la NEP qui a édité mon dernier votre dernier roman. ouvrage. Ils sont très très bien organisés. Vraiment, c'est très très bien chez eux. C'est très très bien organisé. Et il y a de très très bons auteurs aussi qui éditent chez la NEP. Tout à fait. On va parler de cet ouvrage dans un moment. Vous avez aussi été consacré en 2016 le prix international de poésie sur les traces de Léopold Sédar Senghor. Senghor, C'est cela. oui. Ça a été une fierté aussi pour vous Oui, de pouvoir oui. mettre votre nom, à coller votre nom à ce grand nom aussi de la littérature. C'est beaucoup trop pour moi, mais oui, j'adore. Et international. Hein. Oui, j'adore cet auteur et je suis ambassadrice du prix aussi. Tout à fait. Voilà, donc j'essaie de faire de mon mieux. C'est pas évident chez nous de faire connaître maintenir notre... surtout aussi cette tendance. Oui, oui, oui. Oui, oui. Je trouve qu'il a des poèmes très justes. C'est comme c'est un Africain, nous sommes aussi Africains, il ne faut pas l'oublier. Et donc, ça nous interpelle. Et il a de très, très jolis poèmes. Lui aussi a écrit sur à toutes les étapes de sa vie. Et c'est très enrichissant. Voilà. Alors, vous mettez aujourd'hui vous faites un gros plan sur la situation donc, de la femme et surtout son vécu et sa vie qui n'est pas toujours simple. Oui. Et vous avez fait un gros plan sur deux parcours. Et surtout 2 rencontres. Une rencontre plutôt et 2 personnalités, on va dire. Oui, oui. Ces 2 rencontres, ce sont 2 femmes qui ont vécu chacune leur vie vraiment très différente parce que l'une était mariée, la plus jeune était mariée à quelqu'un qui l'a brimée, qui n'avait aucun droit, ni à enfanter, ni à tout ce qu'aspire la femme en fait quand elle se marie. Et pouvoir se faire plaisir ou d'acheter quoi que ce soit. Oui, Beaucoup ne serait-ce que le fait d'être mère.
Donc, pour question d'économie, son mari ne voulait pas parce que les enfants coûtent cher, voilà. Et donc, elle en a privé de tout, elle a été brimée. Donc, c'était deux solutions. Elle se présentait à elle, c'était soit se suicider, en finir avec cette vie insipide, sans aucune aspérité, et puis, ou partir carrément, tout abandonner. Donc dans notre société... Le foyer conjugal. Voilà. Dans notre société, c'est pas facile parce que nous avons des valeurs, nous avons qui sont bien ancrées. La société aussi. La est société, très dure oui, envers, surtout. Donc la femme, c'est difficile pour elle de quitter, surtout une femme qui ne travaille pas, qui dépend de son mari, qui n'a pas où aller. Pas de statut social peut-être. Pas de statut. C'est la femme sans statut en fait. Et donc, pour partir, il faut du courage, un grand courage. Donc, elle a pris toutes les économies, en fait. Elle a volé les économies de son mari. Entre mari et femme, il n'y a pas de vol. Donc, elle a pris les économies parce qu'elle a été... Ce sont des économies, elle se privait pour cela. Elle a pris les économies, elle s'est déguisée, elle a mis tous ses vêtements en fait, elle a bien préparé son départ, quand même. Oui, sur un coup de tête, c'était, en fait, c'était ça ou autre chose de plus grave. Donc, pour elle, c'est dans le désespoir, dans la désespérance totale qu'elle a fait ce geste. Et elle est partie. Elle s'était bien préparée puisque à proximité il y avait donc une cour de justice et elle allait voir comment est-ce que les divorces se prononçaient. Peut-être inconsciemment, elle préparait ça parce que c'était peut-être pour elle une voie de secours aussi qu'elle entrevoyait. Et elle avait compris que prendre de l'argent de son mari n'était pas que c'était pas un vol. Et puis, bon, elle est partie, elle a dit, bon, je vais prendre le premier bus. Et j'irai jusqu'à la fin, et puis là, on verra, j'ai un peu d'argent pour vivre quelque temps. Ce qu'elle cherchait, c'était vivre une vie honnête, une vie normale. Et loin de tout. Elle voulait aller là, le dernier arrêt. Voilà, elle lui a dit au dernier, chauffeur, je veux descendre au dernier arrêt. Et elle savait même pas. Non, même pas. Elle a dit le premier. Elle s'est un pari entre elle-même. Elle a dit le premier bus qui prend le départ à la gare, je monte. Et puis au dernier arrêt, je m'arrête. Et là, je verrai bien. J'ai quand même un peu d'argent pour. J'ai le temps de réfléchir, de voir ce que je pourrais faire. Je peux compter sur moi parce que je peux travailler. Donc je suis forte, je peux travailler. Et elle avait très peur de faire des rencontres de voisinage, qu'on puisse la reconnaître, qu'on puisse. Voilà, elle a attendu que son mari parte au travail pour pouvoir sortir. Pour sortir. Et l'autre, dans le bus, elle a rencontré une vieille dame qui était assise. Qui s'est assise à côté d'elle et puis donc l'une cachée à l'autre, c'est vrai. Et surtout Rachida, la jeune, qui avait peur des représailles de son mari, qui avait peur de la suite de sa fuite. Et donc elle lui avait donné un faux nom, elle lui avait donné de fausses. Moi j'ai des frères qui sont haut placés, je vais chez une tante. Mais elle n'avait pas l'habitude de mentir. Et la vieille dame qui avait beaucoup d'expérience de la vie a compris. Donc a compris qu'il y avait quelque chose, et elle avait compris le désespoir de cette jeune femme en fait. Et la vieille dame aussi avait un secret très lourd dans ses vieux jours, très lourd à porter. C'est une dame qui avait aussi eu son expérience, son vécu malheureux qui l'a mené jusqu'au désespoir, jusqu'à la prostitution. Et donc là, elle a, en fin de vie, je veux dire, à sa vieillesse, elle a voulu partager ce secret, elle est rentrée dans le droit chemin, elle a repris sa religion, elle a essayé de se nettoyer de ce péché, en fait, pour elle. Et elle cherchait quelqu'un avec qui partageait ce secret, se décharger de ce secret qui l'étouffait. Ce secret sans pour autant la juger. Sans pour autant, la juger. Et donc, elle a trouvé en Rachida un réconfort, déjà. Oui, déjà. Les circonstances ont fait que elles sont allées jusqu'au bout. Elle l'a emmenée chez elle pour une nuit parce qu'il faisait pas beau, parce qu'il faisait froid, et puis en espérant la garder. Parce que la vieillesse, c'est égal à la solitude aussi, solitude
une Ça a été solitude morale, une décisif. Cette solitude nuit a été pratiquement décisive. décisive parce qu'il y a eu un petit accident, voilà. elles ont failli être Un drame, asphyxiées tout par à fait. le gaz et la vieille dame a été sauvée in extremis grâce à Rachida. Et de là sont partis quand même petit à petit, sont partis les confidences, Une confiance déjà, oui. une reconnaissance de la part de la vieille dame qui s'est vraiment attachée à Rachida. Oui. Et ensuite, toute l'histoire a commencé à Oui, prendre entre forme. les deux, entre elles les deux. étaient tout le temps souvent sous une couverture parce que vous êtes très froid, elles n'avaient rien à faire. C'est une région où il fait très froid, une région montagneuse, où il y a la neige. Oui. Voilà. Et donc là, la vieille dame, elle avait quand même une oreille attentive qui l'écoutait, parce que la jeune Rachida a compris que la vieille dame souffrait. Donc, elle a aussi été reconnaissante d'avoir retrouvé quand même un toit en attendant, parce qu'elle lui a toujours dit, moi je veux travailler, je veux un travail honnête. Ça. Et la vieille dame la faisait attendre, oui, je vais te raconter toute mon histoire, je vais dans l'espoir de la garder, parce que la vieille dame n'avait personne au monde, et elle voulait lui laisser tout ce qu'elle avait, en échange du secret qu'elle... C'est un peu l'histoire de Shahrazad, donc toutes les nuits, il fallait qu'elle reste en vie. Un petit bout qui sortait difficilement, parce que c'est assez difficile de dire « j'ai fauté ». Et elle a fauté parce qu'elle avait elle se sentait fautive de la mort de ses parents. Elle se sentait fautive de la mort de sa mère, de son père et de son frère qui s'était suicidé. Et sa fille, qu'elle ne voyait plus. Pardon? Et sa fille? Non, elle n'avait pas de fille. Elle n'avait pas d'enfant. Elle n'a pas eu d'enfant du tout. Elle n'a pas eu d'enfant parce qu'elle a passé sa vie dans cette... c'est son père, en fait au départ son père qui travaillait dans une mine a fait la rencontre d'une très belle femme de ce village-là et il s'est marié avec elle, il l'a ramené au village, à son village qui était très traditionnel, très fermé, qui se mariait entre eux, donc il a été un petit peu rejeté et il avait un petit bout de terre, il a construit sa petite maison. Et puis sa femme, les gens disaient l'étrangère. En fait, elle ne parlait pas la même langue que les autochtones. Et elle avait elle était plus évoluée, elle avait une autre mentalité. Elle a eu une fille et un garçon avec et la fille, c'est Selma, c'est la vieille dame. Voilà. Et donc, un matin, les gens du village, qui sont tous plus ou moins apparentés, décident de marier leur fils à la fille. Il y avait pas, c'était comme ça. On va venir demander sa main. Et quand le père ne pouvait rien faire, c'est sa famille, c'est c'est les sages du douar qui ont pris la décision. Il est venu dire à sa femme, et sa femme n'a pas accepté. Puisqu'elle l'a aimé. Donc elle s'attendait à ce que sa fille aime à son tour, puisse rencontrer quelqu'un, qu'elle puisse l'aimer. Et là ont commencé les problèmes. Voilà. Alors tout ceci, vous le racontez et vous utilisez aussi beaucoup de psychologie dans cet ouvrage. C'est un exercice difficile où vous êtes... Comment est-ce que vous vous êtes donc enrichi de ces termes psychologiques, cette analyse aussi psychologique? J'ai fait un petit peu de psychologie, un tout petit peu, hein, pas... Et puis, la vie aussi nous apprend beaucoup de choses. La vie nous apprend, les expériences, heureuses ou malheureuses, nous apprennent beaucoup de choses. C'est l'apprentissage de la vie, on apprend. Et puis là, parce qu'en fait, quand on écrit, on se raconte un peu. On se raconte, inconsciemment, on se raconte. Voilà, donc on met sur le papier l'expérience, les mauvaises et les bonnes et les résultats. Est-ce que ce sont des histoires qu'on vous a racontées, que vous avez vécues ou carrément tirées un petit peu de votre imaginaire? C'est tiré de mon imaginaire, surtout sur ce roman-là, mais dans les autres, il y a un petit peu de vérité, soit c'est une histoire il y a un petit peu d'une vraie histoire et dont j'ai tissé la toile après tout autour. Un arbre fleurira à l'aube, c'est donc cet ouvrage que vous venez de nous raconter, ce roman que vous venez de nous raconter. Pourquoi le titre?
Le titre, je ne l'ai pas choisi, mais je pense qu'il résume à lui tout seul cette histoire. Parce que en fin de roman, il y a une très grande surprise. Parce que Selma... On ne va pas raconter toute l'histoire, hein. On va laisser le lecteur peut-être tout comprendre et lire lui-même cet ouvrage. C'est pas un gros livre, on arrive aussi à se délecter à travers l'histoire, puisque on arrive à lire du début jusqu'à la fin, on veut connaître la fin. Oui, mon écriture est limpide en fait, et ma plume s'attelle au souci du détail. La description. Voilà, le souci du détail, ça c'est mon style. Ça, je me retrouve tout le temps comme ça, parce que j'écris, j'imagine toute la scène. Et j'aime bien faire pousser le lecteur à s'imaginer lui aussi dans cette scène, à vivre cette scène. Voilà. On suit bien, hein, quand c'est vrai, quand on voit Rachida se préparer à son départ, on l'imagine. Hein. On l'imagine carrément dans les escaliers, on l'imagine dans le bus, on l'imagine avec Selma aussi, cet échange. C'est dur de se retrouver dans une situation pareille. Et là, vous pensez à toutes ces femmes qui sont en difficulté. Oui, absolument. Il y a un peu de sociologie là-dedans aussi. Beaucoup de sociologie, de psychologie aussi. C'est la vie normale de notre société, en fait. C'est la vie normale de notre société. Et ça s'est passé avant l'indépendance. Donc, voilà. C'est un combat aussi de femmes libres, femmes qui incitent aussi d'autres femmes à sortir, à travailler, parce que parce que la femme doit retrouver sa place. La femme a été... Dans les traditions ancestrales, la femme, c'est l'ombre de l'homme, en fait. Quoique notre religion dit le contraire, parce qu'elle lui donne tous les droits. C'est notre religion qui lui a donné tous les droits. Mais le machisme, quand même, a pris le dessus. Au fil des siècles. Et la femme s'est retrouvée l'ombre de l'homme qui n'avait aucun statut, aucun droit, pratiquement. Aujourd'hui, la société a évoluer. Aujourd'hui, on voit la femme sortir, travailler, etc. Mais est-ce qu'elle a pour autant tous ses droits, toute sa place dans la société, au sein aussi d'une famille, du foyer conjugal aussi? Ça, il faut partir un peu en arrière, parce que pendant la guerre de l'indépendance, la femme, c'est là où elle s'est imposée, parce qu'elle a jeté son voile, elle a pris les armes, elle est montée au maquis, elle a souffert. Et aux côtés de l'homme, bien sûr. Aux côtés de l'homme, elle avait son fusil et sa boîte de pharmacie, de soins, de pharmacie. Donc elle faisait les deux, elle faisait l'infirmière et elle faisait... Et combien difficile quand on n'a pas tout, quand on est dans une forêt, au fin fond d'une montagne ou d'une grotte, et de recoudre, d'enlever des balles, c'est très très difficile. Et elle a prouvé qu'elle pouvait assumer ce rôle. Et après l'indépendance, elle a retrouvé petit à petit ses droits. L'indépendance lui a ouvert les portes du savoir, quand même. Tout à fait. Et puis, d'année en année, elle s'est affirmée. Maintenant, l'homme partage avec elle la responsabilité de la cellule familiale. La femme conduit, la femme est médecin, la femme est pilote, la femme dans tous les... Et elle a, en fait, chez nous, quand même, elle a le même salaire que l'homme dans le même poste. Et elle a droit au même poste que l'homme. Quand elle a le... Voilà, je pense que chez nous, il n'y a pas de... Bon, l'égalité, la société, oui, mais il peut subsister quand même des poches où la femme est encore brimée, où elle est... ça, c'est normal, parce que la société n'est pas toujours égale. Donc, il y a toujours des... Mais par la force des choses, elle peut arriver. Donc, en grande partie, elle est arrivée. C'est la grande triomphante, d'ailleurs. Exactement. Mais vous restez toujours préoccupée par son statut dans la société algérienne. Oui, parce qu'on a vécu avec des grands-mères qui n'avaient pas de poids face à l'homme. On a vécu... Bon, moi, ma mère, elle avait quand même du poids, parce qu'elle était sage-femme avant l'indépendance. Elle a conduit la voiture en 1957. C'était déjà une des rares femmes qui conduisait. Elle a été médaillée après l'indépendance. Elle a fait aux côtés de mon père. C'est un hommage que vous rendez comme ça à toutes les femmes oui, absolument. Elles le méritent. Atypiques, des parcours atypiques et pourtant tellement courageux.
Oui, oui. Elle a toujours été, la femme, surtout la femme algérienne, elle a toujours démontré, jusqu'à l'heure actuelle d'ailleurs. Oui. Elle est dans la rue, quel que soit X. Exactement. Voilà. Alors, on va se quitter. Peut-être que vous avez un poème, justement, à Non, nous c'est lire. la fin d'un poème. J'ai pris juste la dernière Partie. Oui, partie, parce que c'est un poème assez long pour la situation actuelle. L'espoir, parce qu'il faut qu'on ait de l'espoir. Surtout pour nos jeunes. Allez-y. Alors, le mur de nos espoirs, effondré sur nos rêves blessés, humiliés, ce nouveau soleil est-il espoir ou désespoir? Nous réchauffera-t-il ou nous brûlera-t-il en effaçant nos rêves? Qu'importe, pourvu que le changement s'opère, le cri du peuple fait loi, la voix du peuple fait roi. La main dans la main, nous marcherons, jusqu'à trouver notre roi, notre loi, notre voie, notre droit. Enfin s'ouvrira la route ensoleillée pour nos enfants, les enfants de leurs enfants, dans un pays libre et libéré, dans un pays heureux, un pays vivant, un pays de droit. C'est moi qui vous remercie. J'espère que le message est passé, que Inch'Allah. le message aussi sera aussi, comme vous l'avez dit, un message d'espoir et surtout Inch'Allah. cette belle partie de votre poésie. Je vous remercie infiniment. Je sais que tout Mostaganem vous regarde ce matin. Oui, je On les les remercie, je les embrasse. J'embrasse ma famille, mes enfants, mes amis qui me sont très chers, qui me soutiennent tout le temps. Voilà, ils sont toujours présents. Vous êtes très actifs du côté de Mostaganem, Oui. à travers donc des rencontres littéraires notamment. Des rencontres littéraires. Je suis aussi dans une association de retraités de la wilaya de Mostaganem. Donc on s'active aussi. Bon, moi je ne fais pas partie du bureau, je suis une simple adhérente, mais je suis tout le temps avec eux. Et puis toutes les situations me touchent et puis on essaye d'aider comme on peut. Bravo, Voilà, en tout cas, donc, vous, bravo. Il faut faire quelque chose quand même, au lieu de très rester en face de soi. En tout cas, on a été ravis de vous recevoir ce matin Je vous dans notre remercie. émission. Je rappelle, Lila Benzaza, vous êtes auteur, poète aussi. Oui. Et vous êtes venu nous présenter votre dernier ouvrage. Oui, qui est apparu aussi là, dernièrement. dernièrement. La dernière édition du SILA. Un arbre fleurira à l'aube. On vous avait raconté pratiquement la trame donc, de l'histoire. Et on laissera le lecteur acheter Oui. votre ouvrage pour pouvoir À connaître découvrir le tout. meilleur. Voilà, le meilleur. Merci Je vous beaucoup remercie à vous. infiniment. Merci infiniment. À très bientôt. Revenez nous Inch'Allah, voir. Inch'Allah, avec Inch'Allah. plaisir. Eh bien, merci beaucoup. C'est moi qui vous On remercie. continue, cette fois-ci, on vous emmène dans le domaine du sport pour apprécier donc ce reportage signé Wassila Batiche qui nous fait un gros plan sur la 13e édition de l'ITF qui s'est déroulée du côté de Tlemcen, et ITF de tennis. Et on se retrouve juste après. هذه الدورة تحت المرتبة مرموقة في الساحة الرياضية الجزائرية والإفريقية. It's a pity it's raining, but I really like Algeria and this is my third time. I think the people are really kind and it's really nice here. I just hope we can start the tournament tomorrow. On ne peut pas commencer le tournoi, du coup on espère que demain il y aura un beau temps. Après la pluie, il y a eu le beau temps. Les joueurs ne pouvaient pas mieux espérer pour débuter cette 13e édition du tournoi ITF Junior Grade 2, avec la participation de 73 joueurs issus de 24 pays. Je pense que la compétition sera très difficile. Donc. J'ai une partie de tableau qui est assez dégagée pour l'instant, mais après on ne sait pas, il peut y avoir des joueurs, il peut y avoir de très bons joueurs. Voilà. L'Algérie est représentée par 13 joueurs, les meilleurs dans cette catégorie. À leur tête, le jeune Youssef Reyhan, vice-champion d'Afrique et teneur du dernier titre ITF Junior la semaine dernière à Monaco. Youssef a bien débuté la compétition en s'imposant face à l'Espagnol Carl Hernandez lors de son premier match sur le score de 2-7-0, 6-0, 6-3. Il ne faut pas oublier que j'ai la chance de jouer dans mon pays, j'ai le public aussi qui sont avec moi et je les remercie et j'espère arriver en finale, Inch'Allah. Autre satisfaction, le jeune espoir algérien Hamza Samir Guig qui a bien entamé le tournoi face au Suisse Ben Abdenbi Samir en 2-7, 6-4, 6-4. Chez les filles, la compétition sera très disputée et ce en présence de jeunes espoirs, toutes dotées d'une grande volonté pour arracher le maximum de points ITF. Le passage au tennis club d'Al Mansour à Tlemcen est devenu une station incontournable pour ces jeunes joueurs, pour se retrouver sûrement dans quelques années dans des tournois de Grand Chelem.
Bonne chance à tous ces sportifs et on va rester dans le domaine du sport et cette fois-ci le sport équestre avec notre passionné, il a double casquette aujourd'hui sur notre plateau. C'est un cavalier mais pas que, on a aussi eu le plaisir de le recevoir en tant que photographe. Nadib Rahmani, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Bien, merci pour l'invitation. Comment ça va? Toujours... Bien. Un ancien collègue à nous aussi presque. Il était resté un petit peu. Je suis resté 6 mois. 6 mois à Canal Algérie. Ouais, absolument, j'en garde très très bons souvenirs, honnêtement. Et ensuite, vous avez volé par vos propres ailes. De vos propres ailes, vous êtes parti à un moment voir donné, d'autres. oui, voilà, absolument. À un moment donné, soit on a envie de continuer dans une activité. Moi, je suis le genre de personne qui s'ennuie très très vite, malheureusement. J'ai toujours besoin de vadrouiller à droite et à gauche. Voilà, et puis voilà, vous avez trouvé votre voie. Oui, la photo depuis un bon moment, oui. Oui, la photo depuis un bon moment. Ouais. Et puis aujourd'hui, vous joignez les deux entre le sport équestre, deux passions qui vous habitent. Bien sûr, absolument, c'est deux passions. Et vous savez, en photographie, surtout les jeunes qui débutent et tout, une des règles, c'est de dire il faut toujours photographier des sujets qui vous sentent très proches et vous vous sentez très à l'aise. Je veux dire, le cheval, moi, je le côtoie tous les jours. Alors bon, voilà, j'en fais de la photo aussi. Exactement. Mais je ne fais pas que ça, hein, bien sûr. Bien entendu. Et vous êtes là pour nous parler de cette compétition qui va avoir lieu ce week-end, donc jeudi inclus, jeudi, vendredi et samedi. Absolument, c'est jeudi, vendredi, samedi. C'est au centre équestre de Ouled Fayette, juste un peu plus loin que l'opéra. Voilà, c'est en direction de Bloda. C'est une ferme équestre en fait, c'est une famille d'ailleurs que je salue, c'est la famille Meznat, qui avait un terrain agricole et ils se sont lancés dans la formation équestre. Très bien. Et c'est génial. On est carrément chez l'habitat. C'est un endroit où l'accès est gratuit, la compétition est ouverte à tout le monde. Voilà. Tout le monde peut venir visiter. Magnifique photo. Ouais. C'est vous. Non, c'est pas forcément. Oui, je suis le photographe. Photographe ou le cavalier, une des deux. Si vous êtes sur le cheval, c'est sûr que c'est pas vous. Hein. Oui, voilà, oui. Non, ça c'est pas encore inventé. Quoique. Quoique, c'est voilà, possible. Absolument, ouais. Très jolie photo. J'ai ramené quelques photos juste pour montrer un petit peu l'ambiance, pour montrer un petit peu ce que les gens qui ne s'y connaissent pas peuvent voir sur le terrain. Voilà. Et c'est très agréable. C'est une autre façon de faire du sport. Exactement. Alors, les règles sont très difficiles quand même, parce qu'il y a un régime, le cavalier doit aussi être svelte aussi, ne pas Ah non, là vous parlez des courses, là. Des courses, oui. Non, là vous parlez des courses, c'est pas du tout la même chose. C'est pas la même chose. Non, pas du tout. Non, pas du tout. C'est clair qu'il faudrait quand même qu'il y ait un rapport de morphologique entre le cheval et le cavalier. Oui. Mais honnêtement, je n'ai jamais vu, en 25 ans, je n'ai jamais vu quelqu'un qui dit oui, non, je suis trop obèse pour pouvoir monter à cheval et faire du saut d'obstacle. Peut-être que compétition internationale, peut-être que c'est non, plus il y a des cavaliers qui sont super balèzes, hein, ils sont super balèzes. Hein, non, en fait, ça n'a pas de rapport. Ça n'a pas un grand rapport. Cette photo, alors c'est des jeunes. Alors ça, c'est nos cadets, c'est notre équipe cadet qui a gagné la Coupe d'Algérie cette année. Voilà, ils sont tout jeunes, tout mignons. Ça, c'était une photo qui a été prise à Oran. Oui. Là, on leur a fait une petite fête aussi quand ils sont rentrés sur Ouled Fayette. Voilà, en fait, ça commence très jeune. Hein, ça commence très jeune. Et si vous venez ce week-end, vous allez voir que les premières épreuves, on a des gosses de 10 ans, 11 ans, et ça démarre. Alors, il faut bien sûr aussi travailler avec le cheval. Il faut que le cavalier puisse être en cohésion avec le cheval quand même. Bien sûr, c'est beaucoup de travail, c'est énormément. En fait, c'est un sport qui demande beaucoup de temps. Voilà. Ce n'est pas le genre de sport où vous rentrez en salle, vous avez 1 heure d'entraînement et vous partez. Non. Il faut bien savoir que 50% de la réussite dans ce sport, c'est l'entretien du cheval. Oui, bien sûr. Qui demande énormément de temps, énormément d'énergie et énormément de moyens. Beaucoup de communion aussi avec le cheval pour énormément, le saut. Bien sûr. Donc c'est un entraînement, le cheval doit être préparé, il doit savoir sauter, à quel moment sauter. C'est des gestes coordonnés entre le cavalier et le cheval. Tout à fait, ça se fait. Alors ça se fait dès le débourrage du cheval, ça c'est des choses qu'on apprend aux chevaux et au cavalier par la suite. D'accord, débourrage du cheval, c'est-à-dire? Alors le débourrage, ça veut dire que vous avez un poulain, à un moment donné, il va avoir dans les 3 ans,
3 ans et demi, il va commencer à être monté. Et ce n'est qu'à partir de là où l'éducation va commencer. Mais même avant, je veux dire, même avec un poulain, je veux dire, qui n'a jamais été monté, on commence déjà une éducation, une approche vers l'humain, le sociabiliser. Voilà. C'est tout un boulot. C'est très beau en plus. On dit que le cheval est très docile, il comprend tout aussi. Bien sûr, vous savez, tous les animaux sont dociles. En fait, ce qui n'est pas... en fait, c'est nous qui ne sommes pas dociles. Oui. On peut prendre par exemple... Tous ces animaux ont une sensibilité, une intelligence aussi. Vous savez, à partir du moment où vous avez un animal qui est agressif, ça veut dire qu'il a été très mal éduqué. Je ne dis pas dressé, je dis éduqué. C'est de l'éducation, ce n'est pas du dressage. Le dressage, c'est une autre définition. Oui. Mais l'éducation, c'est très important. Pourquoi? Parce que si on arrive déjà avec une attitude violente ou une attitude, mais bien sûr que vous avez un animal qui va essayer de se défendre, c'est tout à fait normal. Vous savez, il y a eu beaucoup de débats, par exemple, sur les chiens méchants, sur les pitbulls et tout. Mais je veux dire, un animal à la naissance... c'est comme vous l'éduquez, bien sûr. Attendez, mais c'est comme un gosse. Vous l'éduquez bien, il sera bien pendant toute sa vie. Vous l'éduquez mal, il sera mal pendant toute sa vie. C'est aussi simple que ça. Tout à fait. Alors, il y a plusieurs espèces aussi de chevaux qui vont pouvoir être dressés pour la course, d'autres vont être dressés pour le saut d'obstacle, etc. Oui. Alors, pour ça, pour le saut d'obstacle, il faut quel type donc, de cheval? Alors, en fait, vous savez, moi, quand j'étais gosse, j'ai fait mes formations sur des chevaux du pays, notamment des chevaux barbes. D'accord. Et ça, c'est un sujet très... Absolument. Et ça, c'est un sujet malheureusement très épineux en Algérie. Très épineux dans la mesure où, personnellement, je tire la sonnette. C'est un beau cheval, ça, mais c'est pas un cheval barbe. Ça. Non, ça, c'est pas un cheval barbe, c'est un poulain, c'est un frison. Lui, c'est un frison. Très belle espèce. Ouais, c'est un très beau cheval. C'est un poulain de 2 ans, je pense, 2 ans, 2 ans et demi, je crois, quelque chose comme ça. Alors, juste pour revenir sur le cheval barbe, honnêtement, personnellement, je tire la sonnette d'alarme à tous nos responsables. Nous sommes un pays qui a vu naître ce cheval. Aujourd'hui, pour trouver un cheval barbe de souche, je peux vous dire que vous devez vous réveiller très très tôt. Mais super tôt. Il faut que les spécialistes aussi s'y attellent, hein, parce que bon, le cheval barbe est connu pour sa résistance. C'était un cheval qui appartenait aussi à l'émir Abdelkader. Toute cette cavalerie était donc des chevaux donc résistants qui ont pu aussi être plus forts grâce à cela, parce qu'ils avaient des chevaux barbes. Ah mais bien sûr. Par rapport à la cavalerie française, il y avait des chevaux mais vous savez que même la jumenterie de Tiaret a été créée à l'époque du colonialisme, où le cheval barbe devait être développé pour la cavalerie. Je veux dire, si ils sont partis sur cette démarche, c'est qu'ils ont vu qu'il y avait un potentiel. Moi, je connais beaucoup d'étrangers qui viennent acheter des chevaux barbes ici. Mais si je vous disais que le cheval barbe, aujourd'hui, à l'heure où on est en train de discuter, n'a plus aucune utilité en Algérie, est-ce que vous êtes capable de me croire? C'est incroyable. Aujourd'hui, juste pour l'élevage? Mais écoutez, c'est qu'on les fait naître, mais on ne sait même plus quoi en faire, parce qu'il n'y a aucune activité sportive qui sont destinées à ces chevaux. Depuis quelques années, il y a eu cette mode d'importer... Est-ce que le saut d'obstacle n'est pas destiné à ce genre de... Ah ben si, logiquement si. Oui. Mais depuis quelques années, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que vous avez eu une nouvelle tendance, une nouvelle mode d'importer des selles français. Les selles français, c'est quoi? C'est un mix de plusieurs espèces, et c'est des chevaux qui ont été, si vous voulez, conçus pour le sport équestre, pour le saut. D'accord? Mais malheureusement, imaginons une chose. Vous allez ramener une super voiture de l'étranger. High-tech, super voiture. Mais si la route n'est pas bonne, est-ce que cette voiture a les mêmes, comment on va dire, les mêmes aptitudes techniques sur ce terrain? Non. Alors aujourd'hui, moi je l'ai dit plusieurs fois dans mes interventions, nous sommes un grand pays et on se retrouve, figurez-vous bien, on n'a pas plus de 10 maréchals ferrants sur tout le territoire national. Est-ce que c'est normal? Se perdent malheureusement. Bien sûr. La bourrellerie, donc l'arnachement, tout ça, tous ces métiers liés au cheval. Mais ça n'existe plus. C'est dommage. Voilà. Mais aujourd'hui, moi, en tant que sportif, vous imaginez que je suis obligé d'attendre une éternité pour avoir un maréchal ferrant à disposition. C'est quoi un maréchal ferrant? C'est celui qui va parer les sabots du cheval. Moi, si je n'ai pas de pneumatique sur ma voiture, elle n'avancera pas. Pour le cheval, c'est la même chose. Et pourtant, alors, aujourd'hui, il existe aujourd'hui quand même des centres équestres qui pourraient aussi renouveler cette formation. Ah mais ça, c'est le rôle de la fédération. Je veux dire, aujourd'hui, les fédérations, leur travail, c'est de promouvoir leur secteur d'activité. Mais s'ils ne font pas leur travail correctement, moi, personnellement, je ne peux rien faire. Je ne suis qu'un citoyen lambda. Ma voix ne porte pas. La voix des cavaliers ne porte pas assez. C'est la fédération, c'est les pouvoirs publics. Il y a un ministère de l'agriculture, on dépend d'eux. Il y a un ministère de la jeunesse et des sports.
l'élevage équestre est Absolument. très important. Alors, le ministère de l'Agriculture pourrait aussi développer ce secteur avec aussi des spécialistes dans le domaine. Bien parce sûr. que ce cheval barbe aujourd'hui, il est très demandé à l'étranger. Donc ce sont donc des espèces aussi qui ont appartenu à l'Algérie. Donc il faut absolument garder et préserver. Regardez, Amel, imaginez une chose. On est un pays quand même avec une énorme côte. Vous savez que que l'équitation touristique en Algérie est inexistante. Elle n'existe pas. C'est aussi simple que ça. On ne parle pas bien sûr des balades de Bouchaoui. Hein. Oui, moi, je parle, j'allais le dire. Non, moi je parle de l'activité randonnée. Elle n'existe pas. Imaginez combien de métiers, combien de chômage on peut résorber par rapport à ces activités. Je vais vous donner juste un petit exemple. Un pays qu'on connaît très très bien, la France. Allez, tout le monde aime bien parler de la France. On va voir la France. Rentrez sur le site de la Fédération équestre française et regardez le nombre de licenciés. Après, faites exactement la même comparaison sur l'Algérie. Vous allez trouver déjà des chiffres qui sont faramineux en France. Alors, ils ont à peu près 400 000 licenciés. Il faut savoir que pour 4 cavaliers, juste 4, il faut un coach, un palefrenier, d'accord, un maréchal ferrant. Imaginez le nombre de métiers, le nombre de chômeurs qu'on pourrait placer sur ce genre d'activité et qui ne demandent rien. Cette activité rapporte aussi. Mais elle rapporte. Attendez, elle rapporte. Quand vous faites du tourisme équestre, mais ça rapporte. Quand vous avez un centre équestre, ça rapporte, à condition que ça soit bien cher et bien sûr. Voilà. Après, alors pour revenir... C'est toute une problématique. Absolument. Là, on revient aux photos que vous nous avez rapportées. Ah, ça c'est à Ouled Fayette, ouais. Ça c'est à Ouled Fayette. C'est un régal, des images magnifiques. Ça c'est un cheval du pays, absolument, ouais. Ça c'est un cheval du pays, c'est-à-dire bah ça veut dire qu'il est un petit peu barbe, un petit peu, voilà. Voilà, c'est un croisé absolument, c'est un nez élevé ici. Voilà, comment ça c'est à Ouled Fayette. on reconnaît un cheval barbe? Il est plus gros, plus trapu, plus comment? D'abord, un cheval barbe n'est pas très grand, ça c'est sûr. Après, je ne suis pas forcément le spécialiste du cheval barbe pour vous donner toutes les indications dessus, parce que même au niveau international des associations qui font la promotion du cheval barbe, il y a beaucoup de discussions sur sa présentation et sur sa définition. La Tunisie a son cheval barbe, l'Algérie a son cheval barbe, le Maroc a son cheval barbe. Et même en Algérie, entre l'Est et l'Ouest, les morphologies ne sont pas les mêmes. Qui défendait cette race, le cheval barbe, qui était une race historique aussi en Algérie. Je ne sais pas, j'aimerais bien que vous me la présentiez, cette association. Parce que, malheureusement, peut-être que ça fait longtemps. Moi, j'avais travaillé une fois sur le cheval barbe et je l'avais rencontré peut-être que... Non, c'était avec d'autres personnes, Monsieur Kerzabi notamment, qui travaillait aussi sur ces espèces, le slougui, les espèces en Algérie. Parce que ça accompagne le cheval barbe, le slougui aussi. Mais bien sûr, mais il faudrait, en fait vous savez, j'ai toujours dit la chose suivante. Si on veut défendre une espèce, il faut d'abord lui trouver son utilité. Si on n'arrive pas à trouver son utilité, comment voudriez-vous l'utiliser pour X ou Y activité? C'est impossible. Maintenant, si c'est pour développer quelque chose, nourrir, perdre de l'argent et voir que c'est une activité qui n'est pas rentable, mais ce n'est pas viable, ça ne sert à rien du tout. Mais par contre, si vous arrivez à créer des pôles économiques autour de ces espèces, que ça soit le cheval barbe ou même le slougui, même le slougui, on n'en voit pas beaucoup, que les choses soient claires. Voilà, la race très importante et espèce très importante pour l'Algérie, puisque c'est aussi une espèce qui appartient à l'Algérie. Tout à fait, mais malheureusement, c'est qu'on est toujours dans cet aspect, cette définition folklorique. Alors qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'activités à créer, il y a beaucoup de choses à faire. Tout le monde se plaint qu'il n'y ait pas de boulot, mais je veux dire aux institutions concernées d'ouvrir leurs portes et dire, écoutez, pour ce genre d'activité, ce n'est pas la peine d'aller chercher des bus, on ne subventionne plus les bus. Voilà, il y a ça à faire. Alors, on revient à l'événement, parce que ça y est, il nous reste plus beaucoup de temps. On donne les grandes lignes. Il va y avoir combien donc, de cavaliers? Alors, je pense, je n'ai pas vu... Filles, garçons? Oui, filles et garçons, bien sûr, il n'y a aucune différence par rapport à ça. On va avoir beaucoup d'enfants, des adultes, des juniors, des cadets. Sur 3 jours? Sur 3 jours, ça va commencer le matin, ça va terminer en fin de journée, voire début de soirée. C'est Quel ouvert. type d'obstacles que vous avez? Alors, c'est des obstacles, c'est ce qu'on appelle des obstacles mobiles. Alors, la règle est très simple. Si le cavalier, par exemple, est en parcours et qui fait tomber une barre,
il est pénalisé, c'est normal. Oui, oui. S'il fait 2 refus, il est éliminé, c'est normal. L'objectif, c'est de terminer son parcours avec un sans faute. Wow. Voilà. Mais honnêtement, moi, j'invite tout le monde à venir ce week-end, et même le week-end prochain, parce qu'en fait, là, ce matin, j'ai su que ça se passait sur 2 week-ends. D'accord. Et honnêtement, ça change un petit peu du quotidien. Voilà, c'est gratuit, je le répète encore une fois. Voilà, la visite est gratuite, il y a des tribunes, il y a tout ce qu'il faut. Et il y aura une belle coupe à gagner, surtout, pour les cavaliers. Oui, il y a plusieurs épreuves, bien sûr. Ouais, bien sûr. Il y a même des dotations. Voilà, c'est coupe et dotation financière. Parfait. Merci beaucoup, merci beaucoup, Amel. Merci de m'avoir reçu. Voilà, ça se passe du côté de Ouled Fayed, juste après, vous l'avez dit, juste après l'opéra. Un peu plus loin, c'est ça? Oui, c'est juste un peu plus loin. Il y a une plaque, il faut juste suivre. Et voilà, c'est sur la route de Balota. Parfait. Voilà. Merci beaucoup, merci Nadim à vous, Rahmani. merci. À très bientôt et bon courage, puisque vous aussi, vous allez monter à cheval. J'espère vous voir ce week-end. Inch'Allah. Merci Allez, bien. super, merci. On continue. Je vous invite tout de suite à suivre ce reportage signé Badia Amarni qui nous fait un gros plan sur la création des équipements sportifs du côté de Borj Barerich. Nous sommes ici dans une entreprise privée nationale spécialisée dans la production du matériel, équipements sportifs et confection de tenues de sport. Tous les jours, les ouvriers de cette usine implantée à Borj Barerich travaillent avec minutie car la précision est requise dans ce genre de travail où la sécurité des sportifs est mise en avant. Une gamme de produits riches et variés est mise à la disposition de sa clientèle. Sacs de boxe, appareils de musculation, billard, baby-foot, table de tennis, bancs de touche, tunnels de foot sont entre autres produits destinés aux salles de sport et aux stades à travers le pays. Cette entreprise a réussi à s'imposer en mettant sur le marché des produits 100% made in Bladi. Dans le cadre des encouragements de l'État pour les exportations, notre entreprise a réussi à franchir un pas important dans ce domaine. Notre produit est exporté vers les pays du Maghreb, mais également de l'Afrique, à savoir la Tunisie, le Maroc et la Côte d'Ivoire. Notre entreprise participe pleinement au développement de l'économie nationale. Cette usine, en plus de l'atelier de confection des tenues de sport, emploie 120 personnes. L'ambition de cette entreprise est de conquérir d'autres marchés extérieurs. Le programme des exportations pour 2019 sera élargi à d'autres pays dans les autres continents. Cette entreprise a aussi pour objectif d'élargir sa présence partout en Algérie en ouvrant d'autres showrooms. Son objectif est de se rapprocher davantage de sa clientèle pour mieux la servir. On a des showrooms à diaspora, des showrooms dans le territoire national et on couvre plus de 75% dans la production nationale. On a un programme pour le 2019. On a beaucoup de zones qu'on va ouvrir des showrooms comme la zone Est, l'Ouest et le Sud. Cette entreprise redouble chaque jour d'efforts pour mettre sur le marché des produits de qualité. D'un simple importateur, cette entreprise a réussi son challenge, celui de produire localement tous ses équipements de sport. Voilà, un autre sport, celui bien sûr de surfer sur Internet et pourquoi pas utiliser des nouvelles startups. Voilà, c'est tout l'univers de Kamel Swig. Bonjour Kamel. Bonjour Amel. Chaque mercredi, vous êtes là au rendez-vous pour nous parler bien sûr de ces activités concernant ces porteurs de projets. Et nous allons parler aujourd'hui des nouvelles tendances justement, les nouvelles startups qui se dégagent, des projets prometteurs qui ont besoin quand même d'un petit coup de pouce. Et nous allons commencer avec une plateforme qui va vous intéresser peut-être. Elle s'appelle Orestore. Et vous savez, ils font quoi Orestore? C'est développé par 2 jeunes. Ils étaient encore étudiants il y a quelques mois. Nazim Benkizoua et Leila Moujari. Tous les deux, ils ont créé une plateforme qui fait quoi? Qui propose des sites web en 2 clics pour les vendeurs sur Internet, pour les e-commerce. Et ça, c'est quelque chose d'assez révolutionnaire parce que quand on est une petite entreprise, quand on est une petite start-up et on veut se lancer sur Internet, on veut créer notre site web, les contraintes sont multiples. Il faut aller chercher le bon site, le bon développeur, il faut aller acheter une plateforme sur Internet, il faut s'occuper aussi de toute la paperasse qu'il y a derrière, il faut assurer l'abonnement. Eh bien, Orestore, il est là, elle est là, cette plateforme, et elle vous dit, moi, vous venez chez moi, vous prenez un abonnement et
tout. Je me charge du tout. Je me charge du tout. Vous prenez un abonnement mensuel, annuel, c'est quand vous voulez. Et les tarifs sont très intéressants aussi. Voilà. Ça, c'est pour orestore.com. C'est un peu de la publicité sur le net, carrément, à travers, bien sûr, une mise en forme assez correcte pour aussi la vente. C'est plus que ça, parce que quand vous allez sur Orestore, vous êtes une petite entreprise, vous voulez vendre sur Internet, eh bien, vous créez votre site en 2 clics sur leur plateforme. Oui. Ils ont développé une plateforme assez intelligente pour vous permettre de créer un site et ils vous proposent un hébergement. Et bien, cette entreprise algérienne, elle a eu des propositions d'achat à l'étranger, mais ils ont fait le choix de rester en Algérie. Bravo, hein, ils sont tout jeunes et pourtant ils ont donc de l'imagination pour pouvoir créer ce genre de choses. Parce qu'on se dit, c'est vrai, quand on est une entreprise, on arrive à se développer soi-même, on peut tout faire nous-mêmes sur Internet. Eh bien non, ils ont réussi. On a toujours besoin d'aide. On a toujours besoin de compétences, surtout dans un domaine bien précis. Bien précis. La deuxième, elle s'appelle Jamraka.dz. Je les ai rencontrés ce week-end à Oran et le fondateur, devinez Amel, il a quel âge? 18 ans. Il a 16 ans. Ah, aussi il a jeune. 16 ans. Oui, de plus en plus, on va les avoir au berceau, vous voyons, savez, si ça continue. Vous savez, quand je l'ai appelé, je lui ai dit, voilà, je suis journaliste, je viens filmer, etc. Et il me dit, oui, c'est intéressant. Il me dit, mais vous savez que je suis mineur et il faudrait que la présence de mon père. J'ai dit, bah, tant mieux, heureusement que vous le m'aviez dit. C'est un jeune qui s'appelle Wassim Boussebha. Il a appris à développer le développement et le codage sur Internet. Et Jamraka, c'est quoi, Amel? C'est une liaison entre les services de douane et les importateurs et les exportateurs. C'est vrai qu'il est un peu épaulé par ses parents. Ses parents ne sont pas dans la douane par hasard? Je ne sais pas, mais ils ont un savoir-faire dans le domaine et il aide, pas techniquement, mais d'un point de vue des idées, etc. Mais tout ce qui est technique, c'est lui qui a fait tout ça. Bravo. Et il est à Oran. Et ça consiste en quoi? Ça consiste à créer une plateforme qui vous permet, par exemple, si vous, Amel, un jour vous décidez de vous lancer dans l'importation ou l'exportation, eh bien, vous rentrez dans jamraka.dz et vous allez, ils vont prendre en charge tout le relais paperasse, conseils, etc. Ils vont vous permettre de vous concentrer sur votre activité et de déléguer toutes les parties périphériques à cette plateforme qui prend en charge tout ce volet, ô combien difficile parfois. Pratiquement un transitaire aussi, en quelque sorte. Absolument. C'est aussi le travail qui va être mâché. Le site web est en finition, on va dire. D'accord. Est en finition. Et on reprend des nouvelles de Skygate, vous vous rappelez, nous l'avons invité sur ce plateau, bien ça marche très bien. Le lancement a été fait. On peut désormais acheter la licence Skygate sur Internet et ça se porte assez bien. Jusqu'à maintenant. Voilà. On a toutes les adresses qui se sont affichées sur l'écran, qui vous permettra donc de pouvoir aller jeter un coup d'œil sur ces plateformes et comprendre un petit peu mieux aussi comment ça fonctionne. Il y a une dernière Amel, plus légère, qui s'appelle StickEM. Alors c'est pas né, c'est vraiment développé avec l'effervescence que connaît l'Algérie, le Hirak, etc. Bien, ils font des stickers de tout genre. Oui. Vous allez sur Internet, vous allez sur Internet, sur Facebook, ça s'appelle stick-6em et ils font toutes sortes de stickers. Ils font même des sponsors d'événements. Et c'est deux petits développeurs qui font plein de choses. Alors, ça fait partie des startups qu'ils ont lancées. Ils en ont lancé 2. La deuxième est en cours de lancement. Voilà, ils ont d'imagination, Ils ont beaucoup d'imagination. Beaucoup, rien n'est laissé au hasard. Tout se pense en fonction, bien sûr, de l'actualité finalement. Hein. Ah oui, la demande, forcément. En fonction de la demande aussi, et puisqu'en ce moment c'est très demandeur, hein, peut-être avec. C'est très demandeur et ça se vend comme des petits pains. Voilà, j'imagine. Alors, ce sont donc des activités. On va parler du Business Angel. On en a déjà parlé, mais aujourd'hui, toute la problématique, c'est dans le financement de ces startups. Et si on veut rester uniquement sur les 3 premiers modèles, par exemple, que nous avons vus, ou peut-être les 2 premiers, c'est vrai que le problème du financement se pose de manière récurrente. Toujours. Parce que, premièrement, nous n'avons pas encore instauré la culture, et vous allez me dire, ça prendra du temps pour instaurer une culture de start-up. Deuxièmement, dans un certain nombre de pays, par exemple, pour développer ou pour encourager les financeurs et les hommes d'affaires à investir dans ce genre de projet, eh bien, on impose ou on met en place un certain nombre de politiques qui leur permet, par exemple, de déduire cette somme de leurs impôts. Ce n'est pas encore le cas en Algérie, vous voyez. Et puis, la contrainte ultime, par exemple, si on revient à Orestore, il y a énormément
énormément aujourd'hui de startups qui font du business sur Internet, du e-commerce. Et vous savez, il y a une barrière quand on arrive par exemple au paiement électronique, au paiement mobile, et bien là, ça bloque. Et ça, c'est pas normal. Quand je pose la question, par exemple, à des spécialistes, c'est des gens qui se tirent les cheveux et ils me disent, mais nous ne comprenons pas pourquoi. Comment ça se fait ? Le e-commerce n'existe pas encore. C'est un manque à gagner qui se chiffre par milliards de dinars en Algérie. C'est un manque à gagner en matière de richesse nationale parce que c'est un cercle vertueux. Quand il y a un paiement électronique, ça génère de la richesse, ça génère des impôts. Les impôts se transforment en liquidité et ça fait créer de la richesse nationale. Et puis, c'est un manque... nous en avons des développeurs donc, de cartes à puce individuelles internes à l'Algérie, bien Absolument. entendu. Il y a eu plusieurs intervenants qui étaient venus sur le plateau, mais on n'arrive pas à comprendre pourquoi ça ne décolle pas. On n'arrive toujours pas à comprendre, mais il faut continuer, il faut persister. Mais ce qui est bien avec Orestor, par exemple, c'est que c'est des gens qui n'attendent pas. Ils font leur travail en attendant que le paiement électronique soit mis en place. Et puis, c'est un manque à gagner aussi en matière d'emploi. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre d'emplois que ça peut générer. C'est vrai qu'on parle tout souvent, surtout dans cette rubrique, les emplois se perdent parfois parce qu'il y a la nouvelle technologie qui arrive, etc. Mais la nouvelle technologie crée énormément d'emplois aussi. Voilà. C'est en tout cas un cercle à développer, pourquoi pas. Merci beaucoup Kamel. Merci à vous Amel. À la fin déjà, c'est déjà toutes les informations et surtout les nouveautés en matière donc, de start-up. C'est grâce à vous, Kamel Swig, chaque mercredi matin. Merci. Merci à vous. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bonne journée. Voilà, on est arrivé à la fin de l'émission. J'espère que vous avez apprécié ce programme qu'on a choisi pour vous. Merci à Faiza Wadi, à Hanan Belkhiri et Souhad Sahraoui à la réalisation. Et puis bonne journée à vous tous. Merci à toute l'équipe, bien sûr. Et on se dit rendez-vous demain matin, 8h, 9h30. Au revoir, bonne journée.